Bienvenue dans ce cours audio sur la Révolution française et l'Empire. Nous allons commencer par une première partie sur la période révolutionnaire, c'est-à-dire 1789-1799. En introduction, il convient d'abord de rappeler le contexte qui est celui de la France en 1789. Et pour cela, on va étudier successivement trois volets, le volet politique, le volet social et le volet économique. Alors, en ce qui concerne le politique, la France, en 1789, est une monarchie absolue. Ce qui veut dire que le roi concentre tous les pouvoirs. Et en cette année révolutionnaire, le roi est Louis XVI, qui est héritier de la dynastie des Capétiens. Pour ce qui est du volet social, maintenant, il faut avoir en tête qu'en 1789, la France est encore dans un système féodal, où la société est organisée, divisée en différents corps sociaux. En fait, cette société est séparée en trois ordres. D'abord le clergé, les clercs, ce sont ceux qui prient. Ensuite la noblesse, les nobles, ce sont ceux qui combattent. Et enfin, tout le reste de la population, que l'on va commencer à appeler le tiers-état en 1789, c'est-à-dire tous les petits artisans, les petits commerçants et surtout les paysans qui représentent la grande majorité de la population française. Au total, le tiers-état forme 96% de la population du Royaume de France. Enfin, pour comprendre dans quel contexte débute la Révolution, il faut absolument avoir en tête la situation économique du Royaume de France qui est catastrophique en 1789. Pour deux raisons principales. D'abord parce que l'État est considérablement endetté du fait des guerres qui ont été menées tout au long du XVIIIe siècle, notamment en Amérique du Nord, par exemple la guerre d'indépendance américaine. Et en plus de cela, il y a eu de très mauvaises récoltes à la fin des années 1780, ce qui fait que les greniers commencent à se vider de grains et la famine menace dans le royaume. Alors c'est dans ce contexte politique de monarchie absolue, dans ce contexte social de système féodal et dans ce contexte économique de crise que Louis XVI, sur les conseils de son entourage, prend la décision de convoquer ce qu'on appelle des États généraux. Que sont les États généraux ? Eh bien, c'est une grande réunion de tous les ordres du royaume, c'est-à-dire le clergé, la noblesse et tous les autres, ce qu'on appellera le tiers-État, de tous ces ordres donc pour prendre des décisions de première importance. Et parmi ces décisions, il y a notamment celle de lever de nouveaux impôts, qui permettrait notamment de résoudre la question de la crise économique et de la crise de l'endettement de l'État. Alors voilà, maintenant qu'on a planté le contexte, on va rapidement élaborer une problématique pour cette première partie de ce cours audio. Et dans cette première partie, ce qu'on va chercher à comprendre, c'est comment la France est passée d'une monarchie absolue à une république en l'espace de quelques années seulement. Puisque vous allez voir que la première république sera instaurée en 1792. Alors ça veut dire qu'en l'espace de 3 ans seulement, il y a eu ce qu'on appelle une révolution, c'est-à-dire un retournement complet, un renversement complet du système qui a fait entrer la France dans une nouvelle ère politique, sociale, économique. Et pour étudier cette problématique, on va faire un plan en 3 parties. C'est un plan chronologique où on étudiera d'abord le premier élan révolutionnaire, avant de voir comment la République s'est installée, puis dans un dernier temps comment elle a triomphé avant d'être elle-même mise en difficulté. Dans cette approche chronologique, le premier moment important est celui de 1789-1791, qui correspond à ce qu'on peut appeler un premier élan révolutionnaire. Une première date à retenir est celle du 5 mai 1789. À quoi correspond-elle ? Elle correspond à l'ouverture de ces fameux États généraux dont on parlait en introduction. Ces États généraux se tiennent au château de Versailles et ils rassemblent donc les 3 ordres, nobles, clercs et députés du tiers-État. Mais un problème qui est d'emblée soulevé, c'est que le vote se fait par ordre et non par tête. Ça veut dire que lors des prises de décision, chaque ordre compte pour une voix, alors que les députés du tiers-État sont bien plus nombreux. Ces derniers militent donc pour un vote par tête qui les ferait davantage peser dans les décisions. En plus de ça, les députés du tiers-État sont très revendicatifs par rapport à cette question de l'impôt. Et un des enjeux principaux est clairement de faire payer des impôts aux nobles et aux clercs qui en sont jusqu'ici exemptés. Enfin, les députés du tiers-État se sentent plus légitimes que les 2 ordres, puisque ce sont eux, principalement, qui ont compilé les revendications des différents sujets français dans ce qu'on a appelé les cahiers de doléances, qui ont été rédigés dans les mois précédents.
Qu'est-ce que c'était que les cahiers de doléances? Eh bien, c'était une sorte de registre où on compilait toutes les demandes des habitants des différentes paroisses de France et villes de France en vue de la tenue de ces états généraux. Donc pendant un peu plus d'un mois, les débats se tiennent sur ces différents sujets et le 17 juin, une étape supplémentaire est franchie lorsque un groupe de représentants du tiers-État s'autoproclame Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils déclarent que leur groupe, le seul groupe du tiers-État, du fait qu'il représente 96% de la nation, 96% des gens qui sont dans le royaume de France, eh bien ce seul groupe est une assemblée représentative de la totalité du royaume. Ce seul groupe est légitime à s'exprimer au nom du peuple. Il se déclare donc Assemblée nationale et s'estime ainsi apte à prendre des décisions sans avoir l'aval et l'amont des nobles et des clercs. Alors la réaction du roi et des deux autres ordres à ce sujet ne s'est pas fait attendre, et le tiers-État, 2 jours plus tard, s'est vu refuser l'accès à la grande salle de réunion dans laquelle se tenaient les États généraux. Et à partir de là, une autre journée importante intervient, le 20 juin 1789, lorsque les députés du tiers-État, voyant qu'ils ne pouvaient plus participer aux délibérations, aux États généraux, puisque les portes leur étaient fermées, eh bien, une partie de ces députés décide de se réunir dans une autre salle, pas très loin du château de Versailles, la salle du jeu de paume. Le jeu de paume, c'est un ancêtre du jeu de tennis, donc imaginez, c'était une sorte de gymnase, une sorte de grand gymnase, où eh bien, les représentants du tiers-État ont spontanément décidé de se réunir pour tenir une sorte d'assemblée annexe, si vous voulez, hein, parallèle à ce qui se faisait dans les États généraux. Et lorsqu'ils se sont réunis dans cette salle du jeu de paume, eh bien, ils ont prêté un serment. Ils ont fait le serment, ils ont juré de ne jamais se séparer avant d'avoir donné à la France une constitution. Je répète parce que c'est très important, les députés du tiers-État réunis dans la salle du jeu de paume le 20 juin 1789 ont juré de ne jamais se séparer avant d'avoir donné à la France une constitution. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous devez le savoir, une constitution, c'est un texte fondamental, c'est les règles du jeu, disons, d'un État. C'est le texte qui contient tous les principes de fonctionnement d'un État. Ce texte-là n'existait pas à proprement parler en France en 1789, pourtant c'était un modèle qu'on pouvait retrouver dans d'autres royaumes comme le Royaume-Uni. D'ailleurs, les députés du tiers-État se sont beaucoup inspirés de ce qui se faisait en Angleterre pour élaborer cette constitution qu'ils se sont jurés de donner à la France. À partir de là, l'Assemblée nationale est donc devenue une Assemblée nationale constituante. Et on était dans la période qu'on a appelée la période de la Constituante, jusqu'en 1791. Alors, une fois ce serment prêté par les représentants du tiers-État, eh bien, le travail d'élaboration de la Constitution a pu commencer. Ça, c'est pour le côté, disons, législatif. Mais la Révolution, vous allez le voir, en 1789, dès le départ, s'est aussi déroulée dans la rue. Alors il y a une date que vous connaissez toutes et tous, forcément, c'est celle du 14 juillet 1789. Qu'est-ce qui s'est passé en cette journée? Eh bien le matin du 14 juillet, quelques bourgeois, dont un certain Camille Desmoulins, haranguent la foule dans les cafés, les places de Paris. Qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là? Il se dit que le roi prépare quelque chose contre le peuple de Paris. Pourquoi? Parce que 2 jours auparavant, son ministre des Finances, Necker, qui était pourtant très populaire auprès du peuple, a été renvoyé, et en plus de ça, des milices étrangères, des sortes de mercenaires, ont été placés autour de la ville de Paris, comme pour éviter des débordements. Alors le matin du 14 juillet, dans les faubourgs parisiens, l'ambiance commence à bouillonner. On se dit qu'il faut prendre les armes. Et où est-ce qu'on va pour prendre les armes? D'abord à l'hôtel des Invalides, dans lequel sont entreposées un grand nombre d'armes des différentes guerres françaises, puis à la prison de la Bastille, où se trouve de la poudre. Cette prison se situe au cœur de Paris, c'est un gigantesque édifice entièrement de pierre, avec quasiment aucune fenêtre, très protégé. C'est un bastion, c'est une sorte de château fort, et c'est le symbole du pouvoir absolu, au cœur de Paris.
Alors la foule s'assemble devant les portes de la Bastille, essaye de négocier l'entrée, et au fur et à mesure de la journée, les esprits s'échauffent, ne se comprennent pas, et finalement, en fin d'après-midi, eh bien, les portes de la Bastille sont forcées, la foule pénètre dans la prison, et là se déroule une première scène violente de la Révolution, puisque les gardes suisses sont massacrés, et le gouverneur, qui était en charge de la Bastille, finit la journée avec sa tête au bout d'une pique. Alors évidemment, cette journée a eu un grand retentissement, et à partir de là a été mis en place un élan, comme on en parlait tout à l'heure, qui finalement ne pouvait plus être stoppé. Le roi était contraint, forcé d'écouter cette colère populaire qui commençait à gronder, et on savait, à partir du 14 juillet, que le mouvement qui avait été initié ne serait pas arrêté. Alors, dans la continuité de ces journées, l'Assemblée nationale constituante, là on revient au côté législatif, cette assemblée signe deux actes majeurs. D'abord, dans la nuit du 4 au 5 août, l'abolition des privilèges. C'est un moment très important de la Révolution française et même de l'histoire de France. Pourquoi ? Parce que cette déclaration de l'abolition des privilèges a mis fin à des siècles de distinction sociale entre ceux qui étaient nobles et ceux qui ne l'étaient pas. Une distinction qui a été faite notamment face à l'impôt. L'abolition des privilèges, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que désormais, les nobles devront, au même titre que les autres sujets du royaume de France, payer l'impôt. Ça a été un moment crucial de la Révolution française. Et ensuite, le deuxième texte qui est élaboré et signé par cette Assemblée nationale constituante, c'est la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui date du 26 août 1789. C'est un texte qui est évidemment fondamental désormais dans le droit français, dans l'histoire de France, qui énonce plusieurs principes qui définiront par la suite la nation française, comme l'égalité de tous à la naissance et tout au long de la vie, le fait que la loi soit l'expression de la volonté générale, mais aussi le fait que le peuple est souverain. Cette déclaration a été signée par Louis XVI en octobre 1789, lorsqu'un cortège, mené principalement par des femmes, marcha en direction du château de Versailles pour réclamer le retour de la famille royale à Paris et la garantie en quelque sorte des bonnes intentions du roi par rapport à ce premier mouvement révolutionnaire qui émergeait au cœur de la capitale. Donc c'est le 5 octobre 1789 que le roi ainsi que sa famille sont retirés du château de Versailles et ramenés dans un autre château au cœur de Paris, qui est le palais des Tuileries. Durant l'année suivante, c'est-à-dire l'année 1790, l'Assemblée nationale constituante poursuit son travail de rédaction de la Constitution, qui n'est toujours pas achevée, et le peuple de Paris, mais aussi des provinces, fait progressivement l'apprentissage d'une certaine forme de participation politique. En 1790, on peut citer deux événements importants. D'abord, la constitution civile du clergé, en juillet 90, qui réduit considérablement le pouvoir de l'Église catholique en France. Par exemple, par la vente des biens de l'Église à des paysans, qui deviennent désormais des petits propriétaires terriens. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez bien comprendre, c'est que le mouvement révolutionnaire, ça a été un mouvement très favorable à l'enrichissement de petits propriétaires en France. C'est un mouvement favorable à l'émergence d'une nouvelle classe bourgeoise au sein de la société, au détriment de ceux qui étaient ce qu'on appelait les accapareurs, c'est-à-dire qui avaient accaparé pendant des siècles les richesses du royaume, les nobles et les clercs. Donc dès le début, les révolutionnaires sont assez hostiles à l'Église catholique. D'où cette constitution civile du clergé, qui oblige également les prêtres à prêter serment face à la Constitution. Et un deuxième moment important de cette année 90, c'est la fête de la Fédération qui a lieu le 14 juillet, en célébration justement de la prise de la Bastille un an auparavant. Et cette fête de la Fédération a été l'occasion d'un grand rassemblement de la nation, d'un grand moment de fête populaire qui a, là encore, prouvé qu'il se passait quelque chose au sein du Royaume de France. Voilà, pour conclure cette première partie, ce que vous devez bien retenir, disons, dans notre fil problématique, dans cette question de passage de la monarchie à la République, c'est qu'on voit bien que le début de la Révolution, ces premiers temps de la Révolution,
est initiée à la fois par les représentants officiels du peuple, ceux qui ont été les députés du tiers-État, mais aussi par le peuple lui-même. Donc en quelque sorte, à la fois par la plume, par le texte, mais aussi par la fourche, par la poudre, par l'arme. Et c'est cette double force, d'un côté le texte, de l'autre côté la violence armée, qui caractérisa finalement l'ensemble de la période révolutionnaire. Vous allez le voir. Mais pour en revenir encore une fois à notre problématique, rappelez-vous que dans cette période de 89-91, très peu de gens en France sont favorables à la fin de la monarchie. La constitution qui est rédigée par l'ANC, l'Assemblée nationale constituante, a pour but d'être une constitution avec un roi. Il n'est pour l'instant pas question, ou alors vraiment à la marge, de système républicain. Seulement vous allez voir que cette position change à la suite d'un événement majeur qui se déroule en juin 1791, lorsque le roi a tenté de s'enfuir de son propre royaume. Et cet événement retentissant de la fuite du roi nous permet d'entrer directement, de faire la transition vers notre deuxième partie, qui porte sur la période 91-92, la France divisée. Pourquoi la France divisée? Eh bien, notamment sur la question du sort à réserver à ce roi fuyard. Retenez bien que cette fuite a été avortée, n'a pas pu aboutir, puisque le roi, vous le savez peut-être, a été arrêté à Varennes, et il a été reconnu, et il a par la suite été mis en captivité, de manière à ce que ça ne se reproduise pas, et en attente d'un jugement à venir. Et donc, comme je vous le disais, la France est divisée à ce sujet, et on commence sérieusement à se poser la question de la République, puisque la royauté a considérablement perdu en légitimité. Pourtant, à la fin de l'année 1791, la fameuse Constitution, qui était préparée par l'Assemblée nationale constituante depuis juillet 89, eh bien cette Constitution est adoptée. Elle est adoptée le 3 septembre. Elle instaure non pas une république, mais une monarchie, avec Louis XVI qui est toujours le roi des Français. Et c'est une monarchie constitutionnelle dans laquelle les pouvoirs de faire la loi, législatifs, et les pouvoirs de les exécuter, exécutifs, sont partagés. Dans ce nouveau régime, ce que vous devez bien retenir, un mot important, un mot central, et d'ailleurs c'est un mot central dans tout le chapitre, c'est celui de citoyenneté. Pourquoi? Puisque le citoyen devient un personnage central des règles de la vie politique. Le citoyen, c'est celui qui a le droit de participer à la vie politique de sa nation. Cependant, tous les Français, toutes les Françaises n'ont pas accès à cette citoyenneté. Pourquoi? Parce qu'il faut être un homme d'abord, ensuite il faut avoir minimum 25 ans, et pour être ce qu'on appelle un citoyen actif, c'est-à-dire celui qui a le droit de voter, le droit d'élire ses représentants, il faut aussi posséder un certain patrimoine, une certaine somme d'argent. Pourquoi? Parce qu'on considère que seuls ceux qui peuvent assurer leur subsistance de manière confortable ont le loisir et le temps de réfléchir à la politique. Alors on distingue les citoyens actifs qui peuvent voter, des citoyens passifs qui jouissent quand même des droits garantis par la Constitution ainsi que la Déclaration des droits de l'homme, mais sans avoir la possibilité de s'exprimer par le vote. Car le suffrage est censitaire, c'est-à-dire il faut payer le cens pour pouvoir y accéder. Il n'y a pas que le vote pour participer à la vie politique. Il existe aussi des formes non prévues par la Constitution. Et parmi ces formes spontanées qui émergent, eh bien, il y a le défilé, le cortège, la participation à des assemblées plus ou moins spontanées, la création de clubs politiques où s'échangent des idées et des modalités d'action pour se faire entendre. En fait, il faut bien comprendre qu'à partir de 91 et même déjà avant, le climat est bouillonnant à Paris et aussi dans d'autres villes de France. On cherche à créer de la nouveauté, on cherche à imaginer de nouvelles formes politiques. Les journaux sont très nombreux, on discute beaucoup dans les cafés, on débat énormément même dans la rue avec des inconnus. Donc chacun et chacune se sent investi d'un devoir de participer à la construction d'une France nouvelle pour sortir de cet ancien régime, du régime féodal qui a marqué le pays pendant des siècles et des siècles. Donc finalement, dans ce climat d'échange politique, eh bien, la pensée devient de plus en plus hostile à la royauté.
Et un nouveau mot devient très à la mode et agite les esprits, c'est celui de république. Il y a déjà des exemples de républiques en Europe comme la Suisse, mais cela serait inédit pour un pays aussi grand et puissant que la France, à une époque où toutes les autres grandes puissances européennes sont des monarchies. La Prusse, l'Autriche qui font partie du Saint-Empire, l'Espagne, l'Angleterre, toutes ces puissances ont des rois ou des reines. D'ailleurs, cette idée de république ne plaît guère à ces autres monarchies européennes, qui finalement se liguent contre la France pour prévenir une chute du pouvoir de Louis XVI et une prise de pouvoir des révolutionnaires. La France répond à cette ligue et la guerre est déclarée le 20 avril 1792 contre l'Autriche et la Prusse. Alors durant toute cette année 1792, la nation française doit s'assembler, doit s'unir contre un ennemi commun, contre les monarchistes européens qui en veulent aux idées révolutionnaires. Et bien que les premières batailles mettent en difficulté les troupes françaises, la situation est renversée lors d'une bataille emblématique, historique, qui est la bataille de Valmy, qui a lieu le 20 septembre 1792, une bataille qui parvient à faire reculer les armées du Saint-Empire, et c'est le lendemain de cette grande victoire française que la première République est proclamée. Mais cette première République naît dans un contexte très tendu, dans un contexte très agité, puisqu'elle doit faire face à ses ennemis extérieurs, parce que malgré la bataille de Valmy, eh bien la guerre continue contre l'Autriche, contre la Prusse. Et elle doit aussi faire face à ses ennemis intérieurs, car, on le disait, il y a des gros débats d'idées en France, et le peuple commence à se diviser entre monarchistes contre-révolutionnaires et républicains révolutionnaires, qui forment désormais deux camps opposés dans la vie politique. Et cette opposition a atteint son point d'orgue le 10 août 1792. Retenez bien cette date, c'est une date fondamentale dans l'histoire de la Révolution française, que l'on devrait certainement peut-être plus connaître que celle du 14 juillet 1789. Cette date, je vous le disais, c'est celle du 10 août 1792. Pourquoi? Que s'est-il passé cette journée-là? Eh bien, lors de cette journée, les républicains, au premier rang desquels ceux qu'on appelait alors les sans-culottes, c'est-à-dire les révolutionnaires républicains, mais issus des masses populaires, issus des faubourgs, ceux qui n'avaient pas les moyens de s'acheter la culotte que portaient les bourgeois ou les nobles, d'où leur nom. Eh bien, ces républicains qui rassemblaient à la fois des personnes des faubourgs, mais aussi des bourgeois qui s'étaient ligués avec eux, ces révolutionnaires prennent d'assaut le palais des Tuileries. Et le palais des Tuileries, si vous vous souvenez bien, eh bien c'est le château où a été ramené le roi et sa famille en octobre 1789 depuis Versailles. Ça veut dire que désormais les révolutionnaires s'en attaquent directement à la résidence du roi. Et lors de cette journée du 10 août, ce palais-là tombe face aux assauts des révolutionnaires, et c'est une grande victoire pour les plus radicaux des républicains, puisque le roi doit fuir le palais des Tuileries et il est ramené devant l'Assemblée de la Première République, qu'on appelle la Convention, où il sera jugé dans les semaines qui viennent pour les crimes dont on l'accuse, notamment depuis cette fameuse tentative de fuite de juin 91, rappelez-vous, on l'accuse d'avoir voulu pactiser avec ses amis monarchistes d'Autriche, de Prusse. Il faut savoir que le roi Louis XVI était l'époux de Marie-Antoinette, Marie-Antoinette héritière de la couronne d'Autriche. Donc on accuse ce roi de s'être ligué avec les autres monarchies européennes contre les révolutionnaires parisiens et français. Et pour cela, Louis XVI sera jugé et il sera condamné en janvier 1793 à mourir guillotiné. Alors cette exécution du roi va nous permettre de faire la transition vers notre dernière partie, la troisième partie. Mais avant ça, pour revenir sur notre fil problématique, vous voyez ici comme dans la période 91-92, on a cette tension entre le volet, disons, législatif et le volet populaire et violent qui marque le changement, la révolution en fait, c'est-à-dire ce qui est un retournement complet du système dans la période que nous étudions. Alors maintenant, on en arrive à notre
dernière partie, c'est-à-dire la partie 92-94. Et dans cette dernière partie, on va en quelque sorte étudier le triomphe des révolutionnaires et des républicains. On le disait juste avant, donc depuis septembre 1792, la France est officiellement administrée par un nouveau régime, la Première République. Et dans ce nouveau régime, le pouvoir est exercé principalement par une assemblée unique qu'on appelle la Convention nationale. Et dans cette convention, on retrouve les grands leaders révolutionnaires des années précédentes, ceux qui sont les leaders du mouvement quasiment depuis 89. Et nous l'avons déjà dit, cette convention doit mener une double guerre contre ses ennemis extérieurs, on en a déjà parlé, mais aussi contre les ennemis intérieurs, ceux qu'on a appelés les contre-révolutionnaires qui souhaitent le rétablissement de la monarchie. L'exemple le plus connu étant celui des Vendéens, donc c'est-à-dire d'habitants plutôt de l'ouest de la France, qui ont mené une guerre contre le pouvoir central parisien pour tenter de rétablir un pouvoir monarchiste, et cette insurrection vendéenne a été très durement réprimée, ce qui a été l'occasion d'une guerre civile sur le territoire français pendant plusieurs mois. Et même parmi les républicains, les voix ne sont pas unanimes et concordantes. Parce qu'en fait, on distingue deux courants majeurs parmi ceux qui sont les députés de la Convention nationale. D'un côté, les montagnards et de l'autre, les girondins. Les premiers, les montagnards, ce sont les plus radicaux. Ce sont ceux qui sont issus des mouvements des faubourgs, des sans-culottes, des clubs révolutionnaires, et ils sont avant tout pour l'égalité, et ils ont majoritairement voté pour la mort de Louis XVI. Parmi les montagnards les plus connus, on trouve Robespierre et Danton. Les autres, les Girondins, sont plus modérés. Ce sont surtout des bourgeois qui veulent une république, oui, mais une république parlementaire, garantissant avant tout la jouissance de la propriété privée, qui est pour eux le bien, le droit le plus important. Les Girondins ont principalement voté contre la mort du roi, car ils condamnent la violence dans le mouvement révolutionnaire. Les figures les plus connues parmi les Girondins sont Brissot, Condorcet, mais aussi Madame Roland, vous en avez peut-être parlé, qui est une femme engagée dans la Révolution, ayant notamment tenu des salons de discussion dans sa résidence. Elle fut d'ailleurs exécutée par les montagnards pour ses idées considérées comme trop modérées. Car en effet, au fur et à mesure des mois qui se succèdent, le régime de la Convention, de cette Première République, se durcit contre ceux qu'on considère comme des ennemis de la Révolution. Et ce ne sont pas seulement les monarchistes, mais aussi ceux qu'on considère comme étant de mauvais républicains. Et pour asseoir son autorité, eh bien cette Première République instaure un tribunal révolutionnaire pour juger de ces contre-révolutionnaires ou de ces mauvais républicains. Mais au sein de ce tribunal, la justice est rendue de manière expéditive, et les procès mènent souvent à l'exécution publique par la guillotine qui devient une arme politique du régime pour imposer les idées et instaurer ce qu'on en a pu appeler par la suite un régime de terreur, à partir du milieu de l'année 1793, disons, un régime de terreur, c'est-à-dire dans lequel le pouvoir est détenu par un petit nombre de personnes, notamment dirigées par Robespierre, et où tous ceux qui sont suspectés d'être des ennemis de ce régime sont au mieux écartés du pouvoir, au pire, exécutés. Également, rappelons que dans ce régime de la Première République, puis de la Terreur, tout ce qui a attrait au catholicisme et à la religion catholique est très durement écarté et effacé de la vie publique. Donc les signes religieux sont proscrits au profit d'une nouvelle mystique républicaine, et un culte de la personnalité est notamment instauré autour de la personne de Robespierre. Mais ce régime dit de la terreur prend fin en juillet 1994, lorsque Robespierre est lui aussi exécuté par la guillotine, quand son entourage s'est finalement retourné contre lui, craignant l'instauration durable d'un régime tyrannique par un seul homme. Alors que c'est contraire à tout ce qui étaient les idées révolutionnaires de 1789. Alors finalement, Maximilien de Robespierre chute lui aussi, et dans les années qui suivent,
Eh bien, on a la mise en place d'un régime qui est encore une république, mais une république beaucoup plus modérée, beaucoup plus libérale et favorable à la bourgeoisie. C'est un régime qu'on a appelé le Directoire. Et ce régime dure jusqu'à l'arrivée d'un nouveau leader charismatique, quasi providentiel. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit du jeune général corse Napoléon Bonaparte qui arrive au pouvoir par un coup de force, par un coup d'État, à la fin de l'année 1799.